Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de l'actualité. La Guinée va bientôt se doter d'un code de programme social en faveur des fonctionnaires. Le document définit les conditions d'accès aux prestations de sécurité sociale de la CNPS. Le projet est soumis à l'analyse d'experts nationaux en charge des questions de sécurité sociale et des personnes à ressources. Et puis des panneaux photovoltaïques pour une dizaine de radios rurales de l'arrière-pays, c'est pour améliorer la desserte en électricité, véritable goulot d'étranglement au bon fonctionnement de ces stations de proximité. Certains prélumblo et de belles perspectives sont annoncées. Enfin, troisième phase du programme d'assainissement du Grand Conakry et certaines villes du pays profond, notamment Kindia et Labé. L'Union européenne appuie le processus pour une ville durable. À Conakry, les acteurs impliqués étaient fortement mobilisés pour cette opération. Voilà pour le sommaire, encore une fois. Bonsoir à tous. Tout d'abord, cette feuille d'audience du chef de gouvernement, Amadou Riba, a reçu ce jeudi une mission conjointe du Gavier du Fonds mondial. Au menu des échanges, les progrès réalisés dans le secteur de la santé en Guinée, une rencontre placée sous le signe de la coopération et de l'engagement pour la santé publique. Peu après, le président du Gondwana, Maman, qui a été reçu par Amadou Riba. Compte rendu d'audience, Ousmane Bangoura. Le Premier ministre Amadou Riba échange avec une mission conjointe du Gavi et du Fonds mondial, des institutions partenaires clés du système sanitaire guinéen. Les discussions portent sur les résultats obtenus ces dernières années, notamment en matière de vaccination, de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. La mission salue les progrès réalisés grâce à l'engagement du gouvernement et des partenaires. C'est le renforcement du système de santé à travers la santé communautaire qui est le pilier à la base de nos interventions. Et à ce niveau également, il y a un certain nombre de ressources humaines que nous soutenons, notamment les agents de santé communautaire, les relais communautaires à la base. Et là aussi, nous avons un engagement du gouvernement à prendre le relais de nos financements dans les années à venir. Occasion pour la secrétaire générale du ministère de la Santé de réaffirmer l'engagement du gouvernement à renforcer les programmes de santé publique avec une attention particulière aux populations les plus vulnérables. Nous exprimons aujourd'hui notre satisfaction totale vis-à-vis de ces partenaires techniques et financiers. Grâce à cette collaboration, le secteur de la santé a pu mobiliser plus de 200 millions de dollars en projet qui sera mis en œuvre dans les 5 années prochaines. Et nous comptons toujours sur l'appui technique de nos partenaires financiers du système des Nations Unies pour la mise en œuvre efficace, efficiente et effective de ce financement dans le secteur de la santé. Cette mission s'inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis sanitaires. À travers ce dialogue, les parties prenantes réaffirment leur engagement commun pour un système de santé plus résilient et équitable. Les partenaires saluent déjà les efforts consentis par la Guinée, tandis que le gouvernement réaffirme sa volonté de garantir un meilleur accès aux soins essentiels pour tous. C'est un autre visage bien connu du public africain et francophone qui a franchi ce jour les portes de la primature. Maman, humoriste, chroniqueur et promoteur culturel, est venu présenter au chef du gouvernement, Amadou Riba, son nouveau projet. Un festival international de l'humour et de la culture dont la Guinée devrait accueillir la prochaine édition. C'est une marque de considération pour les artistes que nous sommes et pour cet événement, le Match du Rire qui a sa 7e édition. Pour la Guinée, il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets, de festivals, beaucoup d'humour, faire le Parlement du Rire ici à Conakry, participer à la formation de jeunes humoristes guinéens parce que ceux qui sont là, ils ont beaucoup de talent et il faut qu'ils s'exportent en dehors de la Guinée et c'est déjà bien parti puisque des gens comme Rigel ont déjà fait le Parlement du Rire. Le Premier ministre Amadou Riba a salué cette initiative, affirmant le soutien du gouvernement à toute action en faveur de la promotion culturelle et de la jeunesse. Comme annoncé dans les titres, la Guinée va bientôt se doter d'un code de prévoyance sociale en faveur des fonctionnaires. Le document définit les conditions d'accès aux prestations de la sécurité sociale de la CNPS à l'initiative du ministère du Travail et de la Fonction publique à travers la Direction nationale des lois sociales. Le projet est soumis à l'analyse de 15 experts nationaux en charge des questions de sécurité sociale et des personnes ressources. Mamadi Terna Kamisoko, Moussa Namina Keita.
Les résultats attendus à l'issue de ces travaux auront un impact social significatif dans la vie des fonctionnaires guinéens. Réunis en comité ad hoc, ils sont 15 experts nationaux en charge des questions de sécurité sociale et d'autres personnes ressources à jeter un dernier regard sur le projet de code de prévoyance sociale de la République de Guinée. Nous avons élaboré un projet de code de prévoyance sociale applicable aux agents de l'État. Donc ce projet a fait l'objet de beaucoup d'interventions avec toutes les parties prenantes, dont les départements sectoriels, les partenaires sociaux, à savoir le patronat et les syndicats. Donc à l'issue de ces différents travaux, le ministre a bien voulu qu'on mette en place un comité ad hoc pour examiner ce projet afin de valider techniquement. Ces assises constituent la dernière étape avant la transmission du document à l'organe législatif. Son adoption permettra au pays de disposer d'un document qui définit les conditions d'accès aux prestations de sécurité sociale de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ce texte donc va désigner toutes les personnes qui vont appartenir au champ d'application personnel de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il va définir toutes les prestations que la Caisse nationale de prévoyance va servir, ainsi que les conditions d'accès aux droits à prestations sociales. C'est-à-dire comment les fonctionnaires vont accéder aux prestations de pension de retraite, comment ils vont accéder aux prestations de famille, comment ils vont accéder aux prestations de risque familial. Déjà sur le terrain, les travailleurs et leurs ayants droit bénéficient d'une prise en charge médicale à hauteur de 80%. Raison pour laquelle au ministère du Travail et de la Fonction publique, on attache du prix à l'avis de ces experts sur le document qui vise à doter le pays d'un système de protection sociale moderne, solidaire et inclusif. Sur le continent, après la réunion des experts, les travaux de la 40e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports ont démarré ce vendredi à Rabat, c'est au Maroc. Plusieurs sujets sur l'avenir de la jeunesse du continent étaient à l'ordre du jour. La délégation guinéenne conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Komara Moussa, envoyé spécial. En quête de solutions durables et inclusives, les ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie se retrouvent à Rabat pour la 40e conférence. Il s'agit là de repenser les stratégies claires pour renforcer les politiques publiques en faveur de la jeunesse et du sport. Votre présence nombreuse et engagée témoigne de l'importance que nous accordons collectivement à l'avenir de notre jeunesse, à la promotion du développement par le sport, ces valeurs qui nous rassemblent et que nous devons porter avec responsabilité, implication et ambition. Cette conférence biennale a commencé par un symposium sur la formation au métier de la jeunesse et du loisir face aux nouveaux défis politiques et aux exigences du marché de l'emploi. Des propositions concrètes ont été faites par les experts de l'organisation. L'occasion aussi pour le Congo de passer le flambeau au Maroc après 2 ans de mandat. Nous avons le devoir moral et politique d'apporter des réponses concrètes et audacieuses aux défis auxquels sont affrontés nos jeunes et de créer un environnement propice à leur épanouissement, un environnement qui garantit l'égalité des chances, qui stimule l'initiative et la créativité et qui assure la protection des droits fondamentaux, qui valorise la participation active des jeunes à la vie publique et au développement de nos sociétés. Nous savons que les défis sont immenses. L'accès à l'emploi décent, la fracture numérique, les mobilités limitées et parfois même le repli identitaire. Mais la jeunesse francophone est riche de talent, d'énergie et de créativité. C'est pourquoi nous devons continuer à lui faire confiance et lui donner les moyens d'agir. À cette 40e conférence, les pays membres de la Confézès se proposent de promouvoir le sport. L'occasion unique pour le ministre guinéen de la Jeunesse et des Sports de nouer des contacts avec ses homologues afin de relancer l'Institut national de la jeunesse et des sports agonisé. Notre présence a permis non seulement de discuter avec les institutions spécialisées, et nous avons discuté avec la Fédération internationale de l'éducation physique ici, et nous pensons pouvoir relancer la coopération de cette école. Entre signature de partenariat, remise des prix aux meilleurs jeunes entrepreneurs et poètes francophones, la 40e conférence des ministres de la jeunesse et des sports réaffirme son ambition d'impacter durablement l'avenir de la jeunesse de l'espace. La 41e session se tiendra en Côte d'Ivoire en 2027.
Séance de formation à l'intention des administrateurs des sociétés publiques au cœur des échanges à l'analyse des états financiers pour des décisions plus optimales. L'exercice est piloté par le ministère de l'économie et des finances à travers la direction nationale du patrimoine de l'État et des investissements privés. Mamadi Gassama. C'est l'une des recommandations majeures de la revue des sociétés publiques. Au ministère de l'économie et des finances, la machine est mise en branle. D'où cette séance de remise à niveau des administrateurs des organismes publics. Cette formation, c'est pour outiller ces administrateurs en analyse des états financiers, en analyse des indicateurs qui permettent de suivre les sociétés publiques. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont nommés dans le conseil d'administration qui sont des organes de gouvernance des sociétés publiques. Outre les directions, ces cadres, ces administrateurs nommés doivent être outillés, capables de lire tous les documents relatifs à la vie des sociétés publiques pour mieux les rentabiliser, pour mieux optimiser leurs services, pour que le service à l'usager soit optimal. L'objectif à terme est de qualifier la gouvernance à travers l'amélioration des performances en matière de gestion et des livrables de politique publique. Les administrateurs, vous êtes appelés à jouer un rôle décisif dans l'évolution du paysage économique guinéen dans la perspective de la matérialisation de la vision Simandou 2040. Votre posture, vos décisions, vos arbitrages auront un impact direct sur la performance, la transparence et la soutenabilité des entreprises publiques. Ce rôle exige rigueur, compétences et engagement au service de l'intérêt général. Dans ce processus, le département de l'économie et des finances bénéficie de l'appui technique de l'Agence française de développement à travers sa filiale Expertise France. À la Cité de Solidarité, elles seront plus de 1000 âmes à être recensées dans les prochaines 72 heures. L'annonce est faite par le ministère en charge des personnes vulnérables et la direction des affaires politiques et électorales du MATD. L'idée de permettre aux personnes à mobilité réduite de bénéficier d'un enrôlement biométrique sur place. Mohamed De Camara, Alassane Tambaya Conti. Les pensionnaires de la Cité de Solidarité, près de 1000 personnes, n'auront plus à se déplacer pour les opérations d'enrôlement en cours dans le pays. À cause de leur handicap, le ministère en charge de promouvoir le handicap en Guinée, en collaboration avec le ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation, sont au contact de ces citoyens vivant avec un handicap ici, dans l'enceinte même de la Cité de Solidarité, pour bénéficier d'un enrôlement biométrique sur place. Vous êtes identifiés et dans les programmes de développement, dans les programmes avec des partenaires pour accompagner des personnes vivant avec le handicap sur certaines choses, sur des équipements, sur par exemple la mise en place des écoles. Si vous êtes recensé, on peut identifier le nombre dont vous pourrez avoir besoin. Nous lançons ici un appel solennel, un appel pressant à l'ensemble des personnes handicapées du pays. D'abord, en commençant par celles qui sont à Conakry, dans les différents foyers de regroupement des personnes handicapées, et la Cité Solidarité, qui est le foyer principal, en passant par la grande mosquée Faisal, de venir massivement à la Cité Solidarité pour se faire recenser. La population des personnes vulnérables de la Cité a été aussi sensibilisée en faveur d'un enrôlement de tous les habitants et les autres personnes en situation de handicap dans le Grand Conakry. Nous avons voulu plus d'inclusion, puisque nous sommes dans la Cité des Solidarités, que les autres personnes qui sont aux alentours puissent aussi venir se faire recenser au sein de la Cité pour montrer que nous sommes tous des Guinéens. Les enfants qui sont dans les salles de classe ici, qui ont atteint 10 ans, peuvent aussi se faire enrôler. Les opérations de recensement biométrique au sein de la Cité de Solidarité en faveur des personnes handicapées vont durer 3 jours et prennent en compte toutes les catégories de handicap en République de Guinée.
Recensement biométrique à vocation d'état civil en déplacement. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale, État d'Abola, État et Kouroussa, Ismaël Nabé, s'est rendu dans plusieurs localités de ces deux préfectures. Le bon déroulement des opérations et l'engagement des populations à se faire recenser, rassure le ministre Nabé et sa délégation. Alpha Yassila. La mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, le PNRAVEC, mobilise l'ensemble des membres du gouvernement vers l'intérieur du pays à la rencontre des populations. C'est le but de cette mission de sensibilisation de proximité dans les préfectures du Dabola et de Kouroussa du ministre du Plan et de la Coopération internationale. Dans les villages visités, les agents recenseurs et la population sont à pied d'œuvre pour plus de recensement des populations dans leur localité. Depuis le 15 avril 2025, lancement officiel du processus de recensement jusqu'à date banco est à 98,90% de taux de progression. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale, après avoir écouté les citoyens sur les difficultés rencontrées dans l'acquisition des documents à fournir, a pris des dispositions rapides afin de faciliter le recensement dans les villages les plus reculés de Dabola et de Kouroussa. Nous sommes vraiment satisfaits parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans Dabola, quasiment toutes les préfectures, nous sommes à peu près plus de 60%. Donc, on nous a promis que dans une semaine ou dans 2 semaines, la plupart des préfectures et les sous-préfectures et les préfectures qui sont dans Dabola vont atteindre les 100%. Donc, parce qu'on a vu l'engouement. Il y a une augmentation de la population dans ces contrées. Donc ils vont continuer à se recenser jusqu'à ce que la dernière personne de ces contrées soit recensée. Ce déplacement du ministre du Plan et de la Coopération internationale dans la préfecture de Dabola et une partie de Kouroussa intervient au moment où le président de la République a rendu l'acquisition de la carte d'identité et d'extrait d'acte de naissance gratuite. Direction l'archipel des îles de l'Os où les populations sont sensibilisées pour la réussite des opérations de recensement et moments de partage pour plus d'engagement citoyen pour l'atteinte des résultats. Maron Kamara. Très active dans la facilitation de la traversée des populations insulaires par le biais des bateaux modernes, la Direction générale de la Société navale guinéenne était l'hôte jeudi dernier de la population de la commune urbaine de Kassa pour le recensement biométrique. Chaleureusement accueillie, la délégation conduite par Doussou Nabé et sa suite est reçue à la Maison des Jeunes par les citoyens de Kassa. Ici, les avantages liés à cet exercice républicain sont expliqués de fond en comble aux citoyens de Kassa. Nous ne pouvons pas aller à l'intérieur du pays sans venir à Kassa, sensibiliser la population de Kassa sur la nécessité de se faire recenser, parce que se recenser, c'est dire que je suis citoyen de la Guinée. Se recenser, c'est dire que je donne ma voix. Nous ne pouvons pas être en marge de cette sensibilisation, donner notre coup de pouce. Tant que l'eau qui sépare Conakry et Kassa existe, la société navale sera avec les gens de Kassa. Cette initiative de la direction de la Société navale guinéenne est soutenue par les élèves des îles de l'Os à travers des sketchs pour conscientiser la population. Une action qui vient accompagner le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC dans cette localité. Tout le monde connaît aujourd'hui ce que Kassa représente dans le système opérationnel de la société navale. Et si aujourd'hui on voit toute l'équipe de la direction venir auprès de la collectivité, s'enquérir des réalités, de l'évolution de cette opération nationale qui consiste à recenser tous les citoyens guinéens de 10 ans jusqu'à X, vraiment on ne fait que se réjouir et remercier toute l'équipe. Cette journée de sensibilisation et d'information est suivie par la pratique. Une manière de faciliter la compréhension sur le processus de recensement.
Et puis dans l'actualité encore, des panneaux photovoltaïques pour une dizaine de radios rurales de l'arrière-pays. C'est pour améliorer la desserte en électricité, véritable goulot d'étranglement, bon fonctionnement de ces stations de proximité. C'est un premier lot et de belles perspectives sont annoncées pour les 38 stations. C'est une action du ministère de l'Information et de la Communication et la direction de la radio rurale de Guinée. Mariam Kamara. Ils étaient attendus pour le bon fonctionnement des stations des radios rurales. Désormais, c'est chose faite. Un premier lot de panneaux photovoltaïques vient d'être livré par le ministère de l'Information et de la Communication. Ces appareils viennent assurer la permanence de l'information au niveau rural. Ça, c'est une commande qui a fait plus de 3 ans. Il a fallu l'arrivée de monsieur le ministre avec tout son dynamisme et tout pour qu'on puisse aujourd'hui procéder à la remise de ces panneaux voltaïques. Comme vous le savez, aujourd'hui, le ministre se bat pour qu'on puisse doter ces radios rurales-là de panneaux photovoltaïques. La vision de monsieur le ministre, c'est de pouvoir doter toute la Guinée de radios rurales afin que l'information de proximité puisse se développer à l'intérieur du pays. Destinés à 10 des radios rurales du pays, ces panneaux mettent fin aux récurrents problèmes de manque d'énergie. Pour la Direction nationale des radios rurales, c'est une autre étape de franchie dans la mission d'information des populations à la base. Vous savez, après le diagnostic opérationnel de toutes les stations de radio rurales, on a constaté que le premier problème, d'ailleurs le problème le plus criard des radios rurales, c'est le manque d'énergie. Et c'est ce qu'on est en train de résoudre définitivement grâce à l'implication personnelle de M. le ministre de l'Information et de la Communication et l'ensemble de son équipe. Nous voici aujourd'hui avec un camion rempli d'équipements photovoltaïques qui va régler le problème d'énergie dans 10 de nos stations à l'intérieur du pays. Le ministère de l'Information, dans sa quête d'assurer l'information à tous, s'est lancé depuis un certain temps dans la réhabilitation et l'équipement des différents sites de diffusion. D'autres engins sont attendus très prochainement. Le monde célèbre ce 17 mai la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Nous vous invitons à suivre un extrait de la déclaration de la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Rose Paula Prissimo, et au micro de notre reporter Noumousso Diakité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, distingués acteurs du secteur des télécommunications et de l'économie numérique, à l'occasion de la célébration du 17 mai, date consacrée par la communauté internationale à la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, il m'est particulièrement honorable de m'adresser à vous, au nom du gouvernement guinéen, pour saluer l'ensemble des forces vives engagées dans la transformation numérique de notre pays. Cette journée symbolique nous invite à nous remémorer le chemin parcouru, à évaluer les progrès accomplis et à réaffirmer notre engagement collectif en faveur d'un développement numérique inclusif, souverain et durable. Sous la direction éclairée de son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, la République de Guinée s'est résolument engagée à faire du numérique un socle de souveraineté et de transformation socio-économique, en cohérence avec la vision Simandou 2040. Avec le leadership de Monsieur le Premier ministre Amadou Ouriba, le ministère des Postes et Télécommunications a pu obtenir des résultats concrets à travers des projets structurants, parmi lesquels la multiplication par 4 de la capacité du backbone national, passant de 50 à 200 gigas, une révolution depuis 2014. La signature d'accords d'interconnexion avec le Mali, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, positionnant notre pays comme un nœud stratégique d'échange numérique en Afrique de l'Ouest. La mise en place du réseau des sociétés ouest-africaines de gestionnaires de backbone, avec pour siège à Conakry, et le poste de secrétaire exécutif à la Guinée pour 2 ans, réaffirmant notre positionnement dans la sous-région. L'intégralité de cette déclaration, c'est juste après cette édition d'information. La résolution 1325, Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies en débat en région forestière, plus précisément en Zérékouré. Elle est réunie dans les locaux du gouvernorat de la région, leader communautaire et communicateur traditionnel et moderne, adopté en 2007. Résolution met un accent particulier sur le rôle des femmes dans la prévention, la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo.
Ce conclave regroupe les leaders communautaires et communicateurs traditionnels et modernes autour de la résolution 1325 des Nations Unies adoptée en octobre 2000. Organisée par le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, la session a débattu des thèmes sur les instruments et conventions juridiques internationaux et régionaux relatifs à la protection et à la promotion des droits des femmes. Les questions des droits des femmes font face à un blocus dû à la pesanteur des normes sociales, à l'influence des coutumes et des traditions. Pour endiguer cette situation, le ministère a jugé nécessaire de faire appel aux compétences des communicateurs traditionnels et de leaders communautaires. Renforcer les capacités des communicateurs traditionnels et leaders communautaires sur cette résolution afin qu'ils puissent aller auprès des communautés pour informer les communautés mais aussi les éduquer sur la base du contenu de cette résolution et pour qu'il y ait moins de problèmes dans nos communautés. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités de ses participants afin qu'ils puissent devenir de véritables relais dans la sensibilisation et la mise en œuvre de ces textes juridiques dans leurs communautés respectives. Cette lutte ne peut être menée à bien sans l'engagement collectif de tous les acteurs et particulièrement le concours déterminant de vous, les communicateurs traditionnels. Je m'engage à pouvoir sensibiliser non seulement ma communauté, ma famille. Je vais d'abord commencer dans ma famille, dans ma communauté, mais aussi dans la ville où je suis venu pour que tout le monde puisse être sensibilisé dans ce processus. Financée par l'UNICEF et le Fonds de consolidation de la paix, PBF, cette formation s'articule autour de l'implication de tous les acteurs sociaux dans la lutte contre les discriminations basées sur le genre et la promotion d'une société plus inclusive et équitable. C'est désormais un front commun dans la lutte contre le tabac en Guinée. Une convention de partenariat vient d'être signée entre l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et les conduites additives et l'ONG Génération Sans Tabac. Ensemble, ils entendent intensifier la lutte contre la consommation du tabac dans le pays, un enjeu majeur de santé publique. Diara Diallo, Adama Elza Traoré. L'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives s'allie à l'ONG Génération Sans Tabac pour renforcer la lutte contre le tabac et ses conséquences néfastes. À travers cette convention, les deux entités ambitionnent de conjuguer leurs efforts et expertises afin d'accentuer les actions de prévention, en particulier chez les jeunes. Cette initiative de convention fait foi à la lutte contre la drogue, la consommation de la cigarette, la consommation du tabac et des légumes. Vous n'êtes pas sans savoir que nous, ONG Génération Sans Tabac, nous l'avons créé pour sauver des vies humaines. Nous l'avons créé pour faire la promotion de la santé. Avec l'étude que nous avons réalisée au niveau de l'enseignement universitaire, 3,85% des jeunes consomment le tabac. Donc c'est une préoccupation nationale, c'est la raison nous avons jugé nécessaire de signer une convention de partenariat avec cette ONG Génération Sans Tabac. Ce partenariat marque la naissance d'un front commun pour dire non au tabac, à la drogue et promouvoir une jeunesse plus consciente et en meilleure santé. Cette initiative bénéficie déjà de plusieurs soutiens. Nous, médias d'État, notre rôle c'est de sensibiliser, éduquer, accompagner. C'est pour cela, des activités telles, je me réjouis. Et je dis encore, partout vous serez, je serai le troisième pour vous accompagner. Pour faire reculer ce fléau, des actions concrètes seront mises en œuvre. Formation, sensibilisation de proximité et renforcement de capacité des acteurs engagés sur le terrain. Lancement officiel de la recherche en évaluation au préscolaire en Guinée, c'est une synergie ministère de l'enseignement préuniversitaire et le réseau africain de la petite enfance en ligne de mire, diagnostiquer, analyser, proposer des solutions concrètes pour renforcer le système préscolaire dans notre pays. Yeneyan Sané, Abdul Karif Akita. En Guinée, le préscolaire reste encore sous-évalué, sous-financé et insuffisamment intégré dans les politiques publiques prioritaires. C'est pour inverser cette tendance que ce programme de recherche en évaluation préscolaire est initié dans notre pays. Aujourd'hui, avec seulement 35% des enfants guinéens ayant accès à un enseignement préscolaire de qualité,
Nous devons collectivement agir pour corriger ces disparités. Les résultats de cette étude contribueront pour l'État, les partenaires, la société civile à éclairer l'élaboration des politiques éducatives équitables, durables et axées sur les preuves. À travers cette initiative, le réseau africain de la petite enfance entend diagnostiquer, analyser et proposer des solutions concrètes pour renforcer notre système préscolaire. La Guinée est devenir un modèle dans le cadre de ce projet. Il y a 5 pays, il y a la Guinée, il y a le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Burundi, la Gambie. Donc on veut vraiment se distinguer par la qualité des travaux qui seront menés par la Guinée et pour le bénéfice de nos enfants. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire, M. Jean-Paul Sedi, a toujours prôné, si vous voulez, la normalisation des choses. C'est-à-dire que chaque acteur à son niveau, qu'il soit directeur, qu'il soit enseignant, qu'il soit chef d'établissement, qu'il soit simple agent technique, de jouer correctement son rôle. Les résultats de cette étude contribueront pour l'État, les partenaires et la société civile à éclairer l'élaboration de politiques éducatives équitables, durables et axées sur les preuves. Il s'agit de redonner au préscolaire son rôle de premier maillon de la chaîne du développement humain. Dans l'actualité également, troisième phase du programme d'assainissement du Grand Conakry et certaines villes du pays profond, notamment Kindia et Labé. L'Union européenne a appuyé le processus pour une ville durable et propre à Conakry. Les acteurs impliqués dans cette opération étaient fortement mobilisés pour lutter contre l'insalubrité. Moussa Bangoura. La saison des grandes pluies s'annonce. À Conakry, la capitale, une lutte sans merci est engagée contre l'insalubrité pour la coordination des activités sur le terrain. En collaboration avec ses partenaires techniques, le gouvernement lance la phase 3 du programme. Ce programme d'assainissement dénommé Ville propre et durable va couvrir les villes de Kindia, Labé et le Grand Conakry. Avec ces échanges, plusieurs axes prioritaires d'intervention seront définis. L'Union européenne et l'Agence belge pour le développement accompagnent la Guinée dans ce programme d'assainissement urbain. L'enjeu est de renforcer le dispositif mis en place dans la gestion des déchets solides à Conakry. Transparence dans les industries minières. Itché Guinée vient d'approuver son budget triennal 2025-2027. Il se chiffre à plus de 2 millions de dollars. Les questions liées à l'égalité du genre, à l'environnement ou encore à la lutte contre la corruption dans les mines seront au cœur des priorités. Moussa Kouyaté. Ce budget triennal 2025-2027 a été validé par les membres du comité de l'Itché Guinée. Plus de 2 850 000 dollars ont été retenus par l'institution en charge de créer la transparence dans les unités minières, ce conformément aux engagements de la Guinée. On a examiné ce budget, ce plan de travail triennal et de budget 2025, 2026 et 2027. Et qui prend en compte les engagements internationaux de la Guinée en matière de transparence, en matière de prise en compte des besoins des populations impactées par l'exploitation minière. Il y a des dimensions qui sont liées au projet Simandou qu'on a intégré dans le plan de travail triennal et budget, des questions liées à l'impact
sociaux et environnementaux qui peut avoir des projets miniers dans notre pays. La Guinée est un pays minier avec la présence surtout de plusieurs unités industrielles minières. Cette prévision budgétaire tient en compte des dépenses qui seront effectuées durant les 3 prochaines années. C'est une satisfaction totale parce que tous les membres ont vu et revu au peigne fin les dépenses à effectuer par l'ITIE au cours de ces 3 exercices. Ce qu'il faut noter, qui est très intéressant, c'est qu'on a une prévision moyenne de $950,000 par an. En plus de l'adoption de ce budget, le comité est revenu sur le plan de travail. Ce plan constitue l'exigence 1.5 de la norme ITIE 2023 qui vise à établir un cycle consultatif de planification et de suivi du travail. Ce soir, on vous présente une Guinéenne établie aux États-Unis, un modèle de réussite pour son équipe spécialisée dans les tresses africaines qui, au-delà de cette activité, fait connaître la Guinée, son pays, une destination de plus en plus valorisée par les autorités, mais aussi par sa diaspora. Saint-Martin Fancinadouno. Nous sommes à Long Island, à 1 heure de New York. Ici, une jeune dame s'est fait appeler Guinée en raison de son engagement à promouvoir le branding national par la tresse africaine, avec les mains dans les cheveux, le cœur orienté vers son pays qu'elle a quitté il y a plus de 10 ans. Au-delà de la coiffure, du plaisir que nous trouvons à vous rendre beau et belle, notre ambition dès le début était de mettre en lumière le talent africain, notamment guinéen en matière de tresse. Et sur ce projet, le groupe a bien évolué. À son actif, 2 salons ouverts en 1 an enregistrent une 50aine de tresseuses, majoritairement guinéennes. Moi, ça m'apporte vraiment beaucoup plus dans ma vie de tous les jours. Ça m'aide à subvenir plus à mes besoins, à celui de mon enfant et de ma famille. C'est l'avis le mieux partagé par l'ensemble des membres de cette équipe, encouragé par les autorités diplomatiques de Guinée aux États-Unis. À saluer l'esprit d'initiative, le courage et l'engagement de Mme Mariam Diallo qui illustre parfaitement le dynamisme et le talent de notre jeunesse à l'étranger. À travers ce salon, celles qui travaillent dans 30 Guinéennes vont pouvoir aider la famille au pays, c'est important. Ici, Mariam reste une source d'inspiration pour les membres de son équipe, un modèle de réussite qui fait de plus en plus connaître le branding national à sa manière. Enfin, l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile continue de jeter ses forces dans le renforcement de capacités des acteurs du sous-secteur de la sécurité privée. Après les patrons de ces entreprises, les bodyguards sont aussi soumis à cet exercice afin qu'ils comprennent leurs responsabilités pénales, civiles et administratives dans le cadre de la sécurité événementielle. Karim Kamara. Dans la régulation du sous-secteur de sécurité privée, l'on est sur le point de franchir un autre palier. Ces hommes communément appelés bodyguards s'alignent à leur tour sur le programme de l'ORASPC. Spécialistes en sécurité événementielle, leurs capacités sont renforcées sur les risques liés aux événements publics. Les agents de sécurité n'ont pas d'autre choix que de se faire former parce que l'ORASPC est en train d'abattre un boulot extraordinaire. C'est parce que c'est les premiers acteurs. C'est eux qui sont face au public, c'est eux qui peuvent appliquer les règles de sécurité. Un accent particulier est mis sur les contours juridiques du métier. Il s'agit de la coproductivité de la sécurité privée auprès de celle publique, les infractions liées au comportement de ces agents dans l'exercice et en dehors de leurs fonctions et leur rôle dans la sécurisation des cérémonies événementielles. Véritablement, ils ont su aujourd'hui qu'ils ne sont plus vigiles. Le vigile a une fonction de surveillance. Mais un agent de sécurité va au-delà des fonctions de vigile. Je crois que quand vous interrogerez les agents de sécurité qui ont pris part à cette formation, ils vous diront qu'ils sont sortis satisfaits de cette formation et que dans l'avenir, ils seront être des agents de sécurité exemplaires dans la société. Convaincus d'appartenir désormais à une école, ces bodyguards estiment qu'ils ont beaucoup plus à perdre si leur métier n'est pas réglementé. Au niveau des gros bras, nous n'étions pas du tout considérés.
on a duré dans ce secteur. On ne gagne rien du tout. Ce n'est pas réglementé, c'est juste ça. On va considérer ça comme essence d'expérience entre eux en tant qu'acteurs et nous en tant que régulateurs. Il y a beaucoup d'autres aspects qui peuvent venir, notamment la question liée au per diem qui perçoivent après chaque activité. Tout au long de la rencontre, les images sur la gestion des drames lors de certains grands événements sportifs et culturels passés sont projetées, sans oublier d'annoncer qu'il y aura bientôt l'avènement de la carte professionnelle. C'était tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.